Alors, ça va être en plus une séance un peu comprimée de par des contraintes en cascade qui me sont tombées dessus. Alors déjà, j'aurais été convoqué, je suis parti d'un bidule qui s'appelle le Haut Comité des sciences et technologies, je crois que c'est ça le terme exact, et qui doit être installé par le Premier ministre ce matin. Et donc j'ai refusé d'y aller parce que je veux faire mon dernier cours. Après, je pars 15 jours aux États-Unis, donc ce n'est pas possible. Mais il se passe d'autres petites choses à part le côté bling-bling du démarrage. Il y a après un peu de boulot. Bon, donc il va falloir que j'aille me changer quand même et que je participe ensuite à des aspects un peu plus, comment dire, avec un contenu scientifique un peu plus conséquent. Donc, je risque de raccourcir un peu le cours à proprement parler. Alors, ce que j'avais laissé sur le feu, je vais finir donc avec ces problèmes de planification, en évoquant un certain nombre de questions, de problèmes ouverts. Donc, déjà, première opération, rappeler l'énoncé. Alors, donc, on est dans le cas, et je vais en fait, je vais laisser un nu ici, c'est vraiment pas un problème sérieux. Je vais me restreindre à ce cas-là, puisque c'est l'exemple que j'avais commencé de traiter, hein, souvenez-vous, et on avait commencé à évoquer la mise en place d'une vraie notion de solution dans l'absence d'une estimation dure sur la minoration de M, et puis dm sur dt, plus nu laplacien M, plus divergence de gradient U. Pardonnez-moi. Oui, en fait, je vais laisser ceci comme cela, même si c'est un laplacien, je vais laisser comme ceci, puisque on sait bien que le gradient U, qui est en apparence gradient U que multiplie M divisé par M, c'est peut-être un peu plus compliqué si M s'annule, parce qu'il y a un 0 divisé par 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on écrit divergence de gradient U et quand on écrit un demi de gradient U carré sur M, on devrait peut-être mettre des guillemets, puisque la difficulté, quand je vous ai dit planification, je voulais dire congestion, pardonnez-moi. La difficulté que l'on a dans ce cas-là, c'est que l'on ne sait pas si M est strictement positif. Ce qu'on va savoir, c'est que M est positif ou nul. Et donc, sur la zone où M est égal à 0, dont il est fort possible et dont je m'attends à ce qu'elle soit le plus souvent vide, mais je ne sais pas le démontrer. Donc, c'est l'exemple de congestion. Parce que je vois quelques visages qui n'étaient pas là les dernières semaines, donc et correspondant à l'intuition qu'on paye plus quand on se déplace dans des zones où il y a beaucoup de monde. Bon, alors c'est rien qu'un exemple, il peut y avoir d'autres puissances de M, etc. Et là, on est en train de gérer une difficulté de singularité en M égale à 0, qui est plus mathématique que de modélisation, parce que du point de vue modélisation, ça ne devrait pas s'annuler quand M est égal à 0. Puisqu'on doit continuer, comme j'ai déjà dit 2 ou 3 fois, on devrait continuer de payer quand on se déplace, même s'il n'y a personne, ou très peu de monde. Ça ne devient pas pratiquement gratuit lorsqu'il n'y a personne. Enfin bon, ça se discute. Alors, lorsque j'en suis à ce point-là, oui, je vous rappelle que donc, évidemment, comme d'habitude, on a des conditions initiales, on a des conditions aux limites périodiques, et j'ai des conditions finales sur M, j'ai renversé le sens du temps, avec un M1 qui est régulier et strictement positif, et conditions aux limites périodiques. Bien. Donc, ce que l'on a vu, c'est une unicité, je récapitule ce que l'on a déjà vu, démonstration d'une unicité formelle pour des solutions régulières, et qu'en fait, si je mets une puissance de M ici, et puis la bonne puissance de M là,
Cette unicité marche lorsque l'exposant est compris, si et seulement si l'exposant est compris entre 0 et 2. Et je répète que je ne sais pas trop d'interprétation de ces bornes sur les coefficients, unicité de solution régulière. Quant à l'existence, on avait commencé à mettre en place des estimations a priori, puis j'en avais mis une de côté que je vais reprendre, que j'avais commencé à citer de manière d'ailleurs correcte, mais que je vais reprendre. Alors, il y en a une que j'ai oublié de mentionner, j'aurais dû commencer par celle-là, c'est que, bien entendu, on a des bornes L infini sur U. Alors, pourquoi je dis bien entendu? Parce que c'est le principe du maximum, ça. C'est le principe du maximum dans le sens où on a une équation de type Hamilton-Jacobi-Bellman. Vous voyez que si je prends U égale constante, ça résout exactement l'équation, quel que soit M. Et donc, clairement, U est plus petit que la constante qui est le max de U0 et plus grande que le min de U0. Bon, donc là, ça, c'est une estimation que je qualifierais de gratuite. La deuxième chose, c'est que, en rappelant qu'on peut... Si je baptise U bar, M bar une autre solution, et il faut reprendre le petit argument d'unicité, parce que je vais en avoir besoin pour la deuxième estimation a priori que j'avais laissée. Donc désolé, je suis peut-être un peu en train de reprendre des choses qu'on a déjà vues. D sur dt, l'intégrale de U moins U bar, M moins M bar. Bien, donc si c'est une autre solution de référence, comme vous le verrez, mais ça pourrait être aussi la solution UM translatée. Donc, si je prends cette quantité et que je fais le calcul que je qualifierais d'unicité habituelle, je vais récupérer de la deuxième équation l'intégrale de gradient U moins gradient U bar au carré. Okay. Oui. Et de la première équation, je vais récupérer moins 1,5 de gradient U carré sur M, moins gradient U bar carré sur M bar. Donc il faut que je refasse le calcul, j'en ai besoin dans un instant, multiplié par M moins M bar. Bien. Et donc, lorsque je réécris tout ceci, alors si je réécris le basaire qui est ici, vous voyez qu'en termes de gradient U carré, vous avez 1,5 de l'intégrale de gradient U carré de M plus M bar sur M. Alors pourquoi? Parce qu'en termes de gradient U carré, vous en avez un ici, mais vous en avez un moins 1,5 là, et vous en avez un plus 1,5 de M bar sur M. C'est exactement ce que je viens d'écrire. Symétriquement, vous avez 1,5 de gradient U bar carré M plus M bar divisé par M bar. Bien, et il ne nous reste plus que le double produit. Il y a un seul double produit qui se trouve ici. Les 4 termes ont été regroupés ici, et donc moi, je refais rapidement le calcul qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises. Bien. Alors, la première estimation a priori que je vous avais citée, c'est que lorsque l'on prend une trajectoire de référence qui est solution du problème, c'est-à-dire qu'M bar vérifie l'équation de la chaleur, avec donc équation de la chaleur, avec la même condition aux limites, et vous prenez simplement U bar égale à 0. Ça, c'est bien une solution du problème. Du problème, mais correspondant à une condition limite qui n'est pas la bonne, qui est 0 à la place de U0. La solution correspondant à U égale à 0, c'est bien sûr à U0 égale à 0, c'est U égale à 0, quel que soit M1. Et le M, c'est la solution de l'équation de la chaleur. C'est une classe de solution particulière du système, un peu triviale, bien entendu, dans lequel la seule axe, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien. Bon. Mais en tout cas, on voit aussi que sur cette classe d'exemple, le M, il est bien strictement positif. Hein, mais enfin bon, c'est tellement particulier que ce n'est pas forcément probant. Quoi qu'il en soit, donc voilà, j'ai le droit de prendre ce U bar là. Vous voyez que si je prends ce U bar là, j'en déduis que ça vaut 0, ça vaut 0, il me reste juste ceci. Et lorsque je l'intègre de 0 à grand T,
Alors, en 0, en grand T, m est égal à m bar, hein, c'est fait pour. Et donc, il ne me reste que la contribution en 0, qui est moins intégrale de U0 de m de 0 moins m bar de 0. Qui sont des choses qui sont dans L1. La norme L1 est égale à 1, donc la norme L1 de la différence est majorée par 2, et donc dès que U0 est fini et borné, bah, j'ai quelque chose que je contrôle ici, c'est majoré par une constante, et donc le résultat des cours, c'est ce que je vous ai déjà indiqué la semaine dernière, on en déduit une estimation a priori d'une part sur gradient U carré, l'intégrale de gradient U carré, l'intégrale en espace-temps de gradient U carré est majorée, et d'autre part que l'intégrale de gradient U carré m bar est strictement positif, c'est m bar sur m. Hein. M bar est strictement positif, il est minoré, c'est la solution d'équation de la chaleur, démarrant avec un truc strictement positif, et donc c'est du gradient U carré sur m. Ce qui est en fait le seul contrôle qu'on va avoir. Enfin, ce n'est pas le seul, mais c'est un des contrôles essentiels que l'on va avoir sur ce bazar-là, qui sera donc une mesure. Bien. Alors, ça ne suffirait pas à construire des solutions. Et donc, pour ce faire, il faut aller un peu plus loin et se servir, comme je vous l'ai déjà indiqué, de ce que l'on obtient en faisant le même calcul que celui que je viens de faire, mais en multipliant la première équation par Laplacien m et la deuxième équation par Laplacien u, une manière beaucoup plus simple de voir les choses est la suivante. Elle consiste à dire qu'au fond, le problème est invariant par translation et je peux très bien translater par h, h c'est un vecteur, je peux très bien translater u par h, m par h, et j'ai une autre solution de l'équation. Et donc, bien entendu, là, ce que je récupère en faisant un développement limité en h, bien l'identité que j'ai à h égale à 0, ce qui est une identité triviale, c'est 0 est égal à 0. Mais c'est une identité, si je fais un développement limité, ça consiste grosso modo à dériver cette identité par rapport à h et à prendre h égale à 0, je vais récupérer a priori une infinité de quantités conservées. Donc il se trouve que la première, c'est essentiellement l'estimation a priori que je viens de faire. La deuxième est une trivialité d'invariance, le développement limité à l'ordre de 1 en h, qui est une sorte d'invariance par rotation du système et qui vous dit qu'un moment est nul. Ça, c'est des symétries élémentaires. Et c'est le terme en h carré, lui, va contenir l'information. Les termes supplémentaires en h cube, à nouveau, c'est des invariances. En h4, pourraient peut-être contenir l'information, mais il y a des tas de termes qui sont de signes peu clairs. Et donc, je ne sais pas si on peut en tirer quoi que ce soit de plus à des ordres plus élevés. Donc l'objectif, ce sera de regarder le terme en h carré. Alors, on va mieux comprendre le terme en h carré. Donc ça, j'avais vraiment pas le temps de le faire la semaine dernière, et donc c'est pour ça que je voulais le reprendre tranquillement aujourd'hui. Alors, le terme en h carré, pourquoi il est naturel là-dedans? Mais on va regarder là. On va regarder là et peut-être réécrire cette expression de manière un peu différente. Alors, je vais quand même prendre mes notes parce que j'ai toujours cette astuce, je m'en méfie comme de la peste. Oui, il y a un 2. Non, c'est bon, pardonnez-moi. Je n'ai même pas besoin de regarder mes notes, c'est encore mieux. Alors, donc, je vais isoler la partie m sur m, c'est-à-dire 1 ici, et mettre le m bar sur m de côté et le m sur m bar de côté. Donc, si je fais ça, bien, vous voyez que je récupère d'abord 1/2 de l'intégrale de gradient u moins u bar au carré. Alors ça veut dire que j'ai tenu compte, je vais mettre une croix au-dessus du terme dont j'ai tenu compte. Dans cette somme, j'ai tenu compte du terme en m, et dans cette somme, j'ai tenu compte du terme en m bar. Et j'ai tenu compte non pas du 2, mais j'en ai tenu compte de une fois ce double produit, parce qu'il y a un 1/2 devant. Donc 1/2 par moins 2, ça fait moins 1, et j'en ai moins 2, donc il m'en reste un moins 1. Alors c'est quoi là, ce qui reste? Ce qui reste, c'est encore un double, c'est encore un carré. C'est un intégral de gradient u carré m bar sur m, plus gradient u bar carré m sur m bar,
moins 2 fois gradient U bar. Hein. Pourquoi 2 fois? C'est parce que j'ai tout mis à l'intérieur de l'intégrale et que j'ai mis un 1,5 devant. Et en fait, comme ce m bar sur m et m sur m bar, comme vous avez ici l'inverse l'un de l'autre, vous avez encore un double produit. Enfin, un carré parfait. Et donc, la moralité, c'est là où on voit que cette estimation, ça c'est le cas le plus simple, c'est b égale à 1, hein, dans les notations la semaine dernière. Pour b compris entre 0 et 2, on a des termes comme ceci, mais avec des poids. Alors tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est encore vrai, mais pour b compris entre 0 et 2, mais il y a des poids partout, c'est ultra technique et on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Pas le temps. Donc 1,5 de gradient U moins U bar au carré. Et le deuxième terme, quel est-il? Bon, ben, c'est un terme qui est un peu, a priori, un peu plus complexe, puisqu'il s'agit de, en termes d'écriture, il s'agit de gradient U racine de M bar sur M, moins gradient U bar racine de M sur M bar, au carré. Bon, pourquoi pas? OK? Vous voyez qu'effectivement, c'est pile ce qu'il faut. En particulier, ça démontre tout de suite l'unicité, hein, parce que si en intégrant ça fait 0, bah, vous voyez qu'automatiquement ces deux termes sont nuls. Hein. Donc c'est vraiment une vraie identité d'énergie, c'est une vraie identité remarquable. Bien, alors lorsqu'on en est là, que peut-on faire? Bien, si je prends maintenant, comme vous le voyez, U bar égale U de point plus H, vous voyez que U moins U bar, c'est d'ordre H, ça ressemble à H fois le gradient. Et donc, ici, vous avez un terme qui ressemble à du H carré, l'intégrale de D2U carré. Donc, vous voyez, il n'y a pas de terme en H là-dedans. C'est pour ça que la première identité en H égale à 0 est triviale. Bon, d'ordre 1 est triviale. Bien, quoi qu'il en soit, donc, ce terme-là, il va ressembler à H carré sur 2 si on est en dimension 1, hein, D2U carré. Sinon, pour avoir vraiment toute la matrice des dérivées secondes, bah, il va falloir prendre tout le gradient. Bon, et donc la moralité, c'est que ce que je suis en train de regarder, de dire, c'est que d sur dt. Et comment j'ai des termes d'ordre... Si vous faites un développement limité, on fait ça en dimension 1 hein, pour voir un peu mieux les choses. Ouais. Je vais avoir des moins h partout, c'est pas très malin, mais enfin bon. Moins h u' plus h2 sur 2 u seconde, ça c'est le premier terme. Et le deuxième terme, c'est moins hm' plus h2 sur 2 m seconde, si je fais un développement limité en dimension 1. Donc vous voyez que de toute façon, le seul terme en h carré, c'est l'intégrale de plus, moins par moins, u'm'. Et en fait, en dimension supérieure, il n'y a pas de souci, c'est l'intégrale de gradient u, gradient m. Bon. Ça, c'est le terme en H2 de l'identité. Je suis en train d'obtenir l'identité que l'on obtient en dimension, fondamentalement en multipliant la première équation par la Laplacien m et la deuxième équation par la Laplacien u. Mais si on multiplie la première équation par la Laplacien m et la deuxième par la Laplacien u, bon, Laplacien m que multiplie cette cochonnerie, il faut organiser le calcul pour y retrouver ces petits. Hein. Alors, ça se fait, surtout avec 1 sur m, mais quand vous mettez 1 sur m puissance b, j'y suis jamais arrivé. Hein. Alors que comme ça, on y arrive. Parce qu'au bout d'une dizaine d'intégrations par partie, il y avait tellement d'erreurs de calcul, de plus, de moins, de demi, que bon. Alors, d sur dt de l'intégrale de gradient u, gradient m. Là, ce que je vais récupérer, a priori, c'est un demi, oui. C'est tant qu'à faire de vous donner l'intégrale de d2u carré. Donc ça, c'est correct. Alors, quant à l'autre terme, là, il faut faire un peu plus attention, parce qu'il faut faire un développement limité. Ben, on va le faire. Faisons le développement limité. Je vais faire toujours pareil, comme si on était en dimension 1, et puis vous indiquer comment ça marche. Donc, je mets u'. Alors, racine de quoi? Racine de m moins hm' plus h2 sur 2 m seconde. Je crois qu'on n'aura pas besoin du h2 sur 2, mais a priori, comme on a un développement en h carré,
Oui, mais comme il y a un carré, si je te veux un terme H2, je vais faire un développement limité à l'ordre H, à l'intérieur du carré, puisque je veux un terme H2. Donc le H2 sur 2, on n'en a pas besoin. M moins HM' sur M, correct. Avec les barres et les coefficients, il faut que je fasse attention à ne pas me planter. Alors, moins U', donc là on est en train de parler de U bar prime, donc c'est U' moins H U seconde, ok, que multiplie racine carrée de M divisé par M moins HM'. Ok. Et donc, non, c'est plus que c'est M. Attends, tu as où là c'est M bar. M bar, c'est M point plus H. Hein? Oui, oui, donc tu as tout à fait raison. Donc il y a des plus partout. Hein? Tout à fait raison. Les moins, c'est parce que je faisais U moins U bar tout à l'heure ou M moins M bar. Merci. Bon, comme je m'étais trompé aux 3 endroits, ça n'aurait rien changé puisque j'élève au carré. Hein. Je change H à moins H, mais c'est quand même plus correct comme ceci. Bien. Donc, le premier terme, bon, de toute façon, vous voyez que les termes d'ordre 0 vont s'en aller parce que ça fait U' racine de M sur M, c'est-à-dire 1, moins U' racine de M sur M, c'est-à-dire à nouveau 1, hein, U' moins U', ça vaut donc effectivement 0. Et c'est bien pour ça qu'on va démarrer avec un terme H carré comme le premier. Donc si je regarde ensuite le terme en H, bien, qu'est-ce que je récupère ici? Je vais donc récupérer U', et puis dans le développement qui est là, c'est 1 plus H M' sur M à la puissance 1,5. Et donc le premier terme que je récupère, c'est effectivement UM' sur M égale 1,5 devant. Ensuite, je récupère 2 termes. Un premier terme qui est le H qu'ici multiplié par 1, c'est-à-dire moins U seconde. Okay. Et ensuite, il y a le terme qui est en moins U' et qui vient de ce développement-là. Et ce développement-là, c'est 1 plus H M' sur M à nouveau, mais maintenant moins 1,5. Et donc, vous voyez qu'il se regroupe avec celui-ci. Et je récupère U', M', M moins U seconde, H, plus un petit taux de H. Et donc, on a une très jolie identité remarquable qui nous dit que ceci est 1,5 de D2U moins gradient U tensoriel gradient M divisé par M, le tout au carré. Ce qui est une identité que je trouve absolument spectaculaire, en tout cas sur ce problème de congestion. Même si elle ne servait à rien, je vous l'aurais imposée. Bien. Alors, elle est effectivement cruciale dans l'analyse mathématique. Parce que va-t-elle nous fournir en termes d'information? Eh bien, si je peux intégrer et en déduire des bornes sur le membre de gauche, c'est-à-dire des bornes en petit t, en t égale à 0 et t égale à grand T, j'en déduirai donc des bornes sur l'intégrale en espace-temps de ces deux carrés. Et une borne de D2U dans L2, bah, c'est bon à prendre. Une borne dans H2, et c'est surtout une borne qui va donner de la compacité d'un gradient U qui va permettre ensuite de passer à la limite dans les équations. Bien, alors donc pour ce faire, il faut pouvoir maîtriser l'intégrale de gradient U, gradient M en t égale grand T et en t égale 0. Alors, on va se servir des informations dont on dispose. C'est que ceci, c'est bien entendu moins intégrale de U de grand T que je ne connais pas. Laplacien M en grand T que je connais, qui est Laplacien M1. Donc ça, c'est régulier. U, j'ai déjà obtenu des bornes, hein, il est borné dans L infini. Donc ça, c'est contrôlé. OK. Borné. Et bien entendu, en t égale à 0, je vais me servir de la borne que j'ai sur U0, c'est moins Laplacien U0, M de 0. Je ne connais pas M de 0, mais c'est borné dans L1, et puis ça, c'est aussi bon que je veux, donc c'est borné aussi. Donc effectivement, lorsque j'intègre ce bazar-là
de 0 à grand T. Je récupère des termes de bord que je contrôle grâce aux conditions aux limites en petit t égale à 0 et petit t égale à grand T. La moralité, et je vous avais, en fait, la semaine dernière, hein, j'ai dit, oula, je m'arrête, ça va être un peu long, etc. Et je vous avais signalé, on trouve des 2U bornés dans L2. Je vous avais donné ça la semaine dernière, mais on trouve des 2U bornés dans L2, mais aussi ça borné dans L2, comme ça c'est déjà borné dans L2, en fait on trouve que ce bazar-là est borné dans L2. Donc les bornes dans L2 que l'on obtient sont intégrales de D2U carré et, je vais mettre un plus, et l'intégrale de gradient U carré, gradient M carré, divisé par M2, que ceci est majoré. Bon. Alors là, ça va suffire pour maintenant faire de l'existence, construire une solution de l'équation en un sens relaxé dont je vous ai démontré d'ailleurs la semaine dernière que l'unicité marchait encore. Hein, donc ça va consister à dire, je ne sais pas, je n'écris pas vraiment les équations là où m est égal à 0, je dis simplement que là où m est égal à 0, gradient U est égal à 0, et ça suffira. Et que ensuite gradient U carré sur M a un signe. Et que ce que je mets là, à l'intérieur de la divergence, là où est m égal à 0, je m'en moque. C'est gradient U là où m est strictement positif, et là où m est égal à 0, c'est 0. Peu importe comment on l'écrit. Donc c'est la même chose que gradient U. À partir du moment où j'ai quelque chose qui est dans L2, bah, ça aura... et qu'en termes de L2, en termes d'éléments de L2, ça se comporte comme gradient U, bah c'est C gradient U. Donc en fait, les guillemets ici, dans le cas B égale à 1, ne seront pas vraiment des guillemets. Les guillemets en haut, ils seront vraiment. Alors pour l'existence, donc maintenant, comment on va s'y prendre? Alors 3, approximation. Alors il y a plusieurs choses à dire, c'est que la première chose, c'est qu'il va falloir, comme j'ai il y a deux difficultés là-dedans. C'est que j'ai, d'une part, par rapport aux équations à champ moyen que j'avais manipulées jusqu'à cette année, là, je manipule une non-linéarité, enfin, comment dire, je manipule une combinaison de gradient U et de gradient M qui est plus complexe, qui est différente. D'habitude, c'était beaucoup plus simple, il y avait un gradient U d'un côté, ou un hamiltonien, et puis une fonction de M de l'autre. Là, les choses sont plus mélangées. Bon, on peut évidemment aller plus loin, mais point trop d'en faux. Donc là, de par les phénomènes de congestion, c'est quelque chose qui est très naturel. Donc, il y a la difficulté de la non-linéarité qui se présente de manière différente de celle qu'on a rencontrée jusqu'à présent, et en plus, une difficulté qui, elle, comme j'ai déjà indiqué, plus mathématique que réellement de congestion, qui est l'annulation de M en 0. Et donc, la moralité de tout ça, c'est que, première approximation, c'est de dire je vais remplacer gradient, je vais me débarrasser déjà de la difficulté mathématique pour comprendre ce qui se passe lorsque je prends un gradient U carré sur f de m, avec un f qui est toujours une fonction croissante, ça il le faut. Et pour l'unicité, il faut que f de m sur m carré soit... Bon, je n'insiste pas trop là-dessus. Et grosso modo, que f, je vais vous donner un exemple, ce sera aussi simple, je vais prendre delta plus t. F de z, pardon, égale delta plus z, où delta est positif. Donc, comme à la place de z, je mets que des m qui sont positifs ou nuls, hein, ce sont les mesures de proba, ben, il est clair que là, je me suis débarrassé de la difficulté en 0. Alors, là, on n'a plus de difficulté en 0, il subsiste néanmoins une difficulté, qui est pourquoi je sais que je peux résoudre ce foutu problème. Et pourquoi ça simplifie les choses? Alors, ça simplifie les choses, en tout cas, lorsque j'ai gradient U carré, parce que la première équation, que devient-elle? Elle devient du sur dt moins nu Laplacien U, plus 1,5 de gradient U carré
divisé par delta plus m, d'accord? Et alors, regardons ce terme-là. Que puis-je dire de ce terme-là, ce terme qui est ici? Ce terme qui est là, bien, 1 sur delta plus m, ben, comme c'est minoré par delta, c'est majoré, c'est positif ou nul, bien entendu, et c'est surtout majoré par 1 sur 2 delta gradient E carré. Alors, soit vous dites, oh ben, j'ai des bornes qui sont ici, et ça m'assure suffisamment d'intégrabilité, etc., de gradient U carré, parce que grosso modo, gradient U, il est borné dans H1, dans L2 de H1. Bon, alors donc, le gradient U carré, il va être déjà dans pas mal d'espaces d'intégrabilité. Bon, donc ça, c'est une voie. Il y a une voie beaucoup plus brutale, beaucoup plus brutale, qui consiste à dire que lorsque j'ai un problème avec une croissance au plus quadratique de la non-linéarité, donc il y a des vieux résultats qui sont dits à Mann, j'ai une borne L infinie, donc il y a un Herbert Hamann, c'est une observation, après, c'était la première fois, après il y a eu des tas de simplifications de ceci, mais ça c'est un problème dont on sait tout. On sait tout et on sait a priori qu'il existe des estimations a priori maximales, ce qu'on appelle des estimations a priori maximales, qui sont que U est borné dans W de 1P, quel que soit P fini. C'est-à-dire que les dérivées secondes, non seulement sont bornées dans L2, ça c'est l'identité d'énergie, mais parce qu'on a une croissance au plus quadratique en le gradient de la non-linéarité et qu'on a une borne à l'infini, donc Hamann, c'est ce qui est en dessous, hein, pardon, Herbert Hamann. Donc il y a un vieil article qui montre qu'en fait, on obtient la même régularité que si on avait un truc qui est borné ici. Ben, si on a un truc qui est borné dans l'équation de la chaleur, on va en déduire que les dérivées secondes sont presque bornées. Donc elles sont dans tous les LP en espace. Et que la dérivée temporelle, elle est aussi presque bornée, elle est dans LP, pour tous les P possibles. Bon. Et alors, une fois qu'on est là, vous vous doutez bien qu'en repartant dans l'autre équation, et en se servant de la régularité des équations paraboliques, c'est fini. Là, on a déjà tellement de régularité, plus régularité des équations paraboliques, on voit que le problème désingularisé donne tout de suite, en tout cas dans le cas gradient U carré, donne tout de suite des estimations a priori dans tous les espaces que vous voulez. Estimation a priori, je vais mettre C infini entre guillemets. Alors ça conduit pas, c'est pas encore tout à fait suffisant pour construire une solution. Bon, alors une fois que vous avez toutes ces estimations a priori, le plus simple, c'est soit des méthodes de points fixes, mais lorsqu'on a toutes les estimations a priori, là, ça marche. Je veux dire, pour des problèmes comme ceci, c'est jamais une difficulté. Donc, en termes de construction, à ce moment-là, l'existence, et d'ailleurs l'unicité, ça c'est une autre question, l'existence est OK, et si je le fais sans l'unicité, c'est bien par des techniques de points fixes. Et là, on est à nouveau, ou d'homotopie, enfin de continuation, et puis on peut même le faire en gardant l'unicité, c'est-à-dire par continuation unique, c'est-à-dire le théorème des fonctions implicites, en partant d'une situation connue. Donc, par exemple, situation connue, ça peut très bien être U0 égale à 0. Donc vous prenez un trajet qui est t fois, enfin pas t, θ fois U0. En θ égale à 0, on a une bonne solution. En θ égale à 1, c'est la solution qu'on veut construire. Et les problèmes linéarisés sont bien posés. Et puis, les problèmes linéarisés sont bien posés parce qu'on a l'unicité. Donc ça, c'est homotopie. Sinon, c'est des points fixes brutaux qui donnent non pas l'unicité, mais qui donnent l'existence d'au moins une solution. Donc je n'insiste pas. Une fois qu'on en est là, les techniques d'existence sont même semblables à celles que j'avais introduites dans le cas de variables séparées. Donc ça, je n'en dis pas plus. Là, la difficulté est derrière nous lorsqu'on a autant d'estimations a priori. Et en plus, on a effectivement l'unicité, puisque la fonction qu'on est en train de regarder, souvenez-vous, hein, les conditions nécessaires et suffisantes d'unicité, c'était que f de z soit croissante, ce que c'est,
puisque c'est delta plus z, et que f de z sur z2 soit décroissante. Et ça c'est vrai aussi, puisque c'est évidemment delta sur z2 plus 1 sur z. Ben, ça, c'est décroissant. Pour z positif. Hein. Donc l'unicité est OK, l'existence est OK, et bien donc, pour tout delta strictement positif, on a une unique solution du problème approché. Donc vous voyez bien hein, qu'une bonne partie de ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était quand même pour gérer le fait que quand m vaut 0, le dénominateur de cette fraction s'annule. Et que donc j'ai à gérer une singularité. Et que dès que je désingularise, ce qui en plus, du point de vue de la modélisation, est plus naturel, parce que delta, ça veut dire que c'est ce que vous payez lorsqu'il n'y a personne. Lorsqu'il n'y a personne sur l'autoroute, c'est ce qui... c'est comme la A84 dans les heures creuses, vous payez quand même quelque chose. Moi, ça, c'est une réflexion. Là, je vois un René qui hausse ses sourcils. Il nous parle de quoi, la A84 ? C'est l'autoroute qui passe sous la Défense, qui est l'autoroute payante, et qui a des tarifs différents suivant il y a les heures creuses et les heures pleines. Donc tu connais. C'est très pratique parce que justement, du fait que ce soit payant, il y a souvent, c'est une bonne manière d'échapper. Bon, bref. Quoi qu'il en soit. Donc delta, c'est effectivement le coût, une sorte de coût fixe, même lorsqu'il n'y a personne ou presque personne. Donc on voit bien que on désingularise, on a toujours les problèmes d'unicité. Donc c'est pour ça que j'ai insisté autant sur l'unicité, avec comment on se débrouille pour faire l'unicité, avec toutes ces inégalités algébriques, parce que la question de l'unicité, même si on la comprend un peu mieux quand on prend m à la puissance b, mais si on sait faire m à la puissance b, on peut gérer ensuite des f de m voisins. Et donc, et en particulier un delta plus m à la puissance b, ce qui est la meilleure désingularisation. Parce que c'est juste un décalage de m, hein, fondamentalement. Alors donc, lorsque l'unicité, ça c'est effectivement, c'est en plein dans le cœur du sujet de la congestion. Les questions d'existence, il faut effectivement distinguer le fait qu'on ait la singularité ou pas. Si on a la singularité mathématiquement, c'est assez rigolo, il faut travailler. Du point de vue de la modélisation, ça se discute, et ça se discute. C'est pas que c'est idiot, c'est que ça se discute. En revanche, ça introduit et ça fait une vraie discontinuité en termes de difficulté mathématique, puisque là, vous voyez, sans singularité, l'unicité est difficile, mais l'existence ne l'est pas vraiment. En tout cas, pour des modèles sous-quadratiques. En ce qui concerne, ça c'est le cas sans singularité, et bon... Et lorsque j'ai effectivement la singularité en m égale à 0, ben on va maintenant le faire et on va voir que c'est effectivement beaucoup plus difficile. Il s'agit maintenant, donc, comme je viens de le dire, de faire tendre delta vers 0 et de dire pourquoi je peux passer à la limite. Alors, il se trouve que essentiellement toutes les estimations dont je vous ai parlé restent vraies. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme si on avait des estimations avec supplémentaires correspondant à delta qui s'évanouissent, et puis ces estimations-là. Donc les estimations a priori sont uniformes. Je ne vais pas le refaire. En delta. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai a priori un U, une suite de U delta qui converge faiblement, à une sous-suite près, quand delta tend vers 0, vers un U, et là c'est faiblement dans L2 en temps, à valeur dans H2 en espace, puisque j'ai obtenu une estimation sur des 2U carrés. Alors qu'est-ce que je peux dire sur du sur dt? Alors sur du sur dt, bah, vous voyez que ça c'est borné dans L2, et puis j'ai gradient U carré sur M, donc je sais qu'il est borné dans L1. Alors j'ai un peu plus d'informations, mais je vais faire simple. Donc du delta sur dt converge au sens de distribution, c'est en fait au sens des mesures, vers du sur dt, qui est une mesure bornée.
et en fait qui est même une mesure qui est majorée par une constante, c'est-à-dire qu'elle est un peu mieux qu'une mesure. Quand on dit une mesure bornée, hein, il peut y avoir des masses de Dirac, mais les masses de Dirac, s'il y en a, elles sont, ou des mesures singulières comme ceci, elles sont négatives. Bon, la convergence, là, c'est par exemple au sens de distribution ou au sens de la convergence faible des mesures. Bon. Alors, cela dit, lorsque vous avez des estimations comme ceci, donc vous savez que du sur dt est borné dans L1. Vous savez que d2x en u, ou que u est borné dans L2 en temps à valeur dans H2, bon, mais ça, vous avez a priori assez d'informations pour en déduire que gradient U est en fait compact dans L1, par exemple. Donc ça, c'est un terme de compacité. Il y a des vieux résultats comme ceci. Gradient U delta est en fait converge dans L1, et même beaucoup mieux que dans L1. Mais là, c'est fortement. A priori, ce n'est pas très surprenant, puisque déjà en espace, vous avez énormément de marge, puisque vous avez des dérivées secondes. Le problème, c'est qu'il faut aussi que ça soit en temps. Et en temps, vous en avez un tout petit peu avec le du sur dt. Donc ça passe juste. Mais évidemment, si vous avez convergence dans L1, vous avez convergence dans tous les espaces, et a priori, comme vous avez énormément d'intégrabilité ici, vous avez la convergence dans LP pour beaucoup de P. Bon, admettons. Donc, passer à la limite dans la deuxième équation ne présente rigoureusement aucune difficulté. J'aurais pu d'ailleurs dire sur M, oui, d'ailleurs, je vais le signaler, ça, sur le M, je n'ai pas conclu en disant qu'est-ce qu'on a comme estimation a priori sur M. Bon, vous voyez que vous en avez pas mal parce que là, vous avez le Laplacien U, mais Laplacien U, c'est des dérivées secondes, c'est donc majoré en norme L2, et donc vous avez que dm sur dt plus nu Laplacien M, c'est-à-dire l'équation de la chaleur, est borné dans L2. Donc, de ceci, rien que de ceci, vous en déduisez que l'intégrale double de mt au carré, la dérivée par rapport au temps, c'est que ça, c'est borné dans L2 et que les dérivées secondes, donc je devrais dire m, bon, ça, la dérivée première, mais aussi les dérivées secondes, bien, si on a les dérivées secondes, on a bien entendu les dérivées premières, ça, c'est majoré. En d'autres termes, m, il est borné dans L2 de... Donc M converge, M delta converge fortement, je ne précise même pas dans quel espace, mais dans beaucoup d'espaces, en particulier ponctuellement. Mais quand on a des estimations a priori comme ceci, permettez-moi quand même de faire une toute petite remarque, parce que c'est lié à l'existence ou non de cette zone d'annulation, de cette zone de vide en termes d'agents. Si on est en dimension 1, regardez quand même ce que l'on a comme information. Donc on va avoir que M est dans L2 en temps à valeur dans H2. On va avoir que dm sur dt est L2 en temps à valeur dans L2 en x. Alors ça entraîne, c'est bien connu que c'est continu en temps à valeur dans H1 en x. Forme de trace, si vous voulez. Et si vous avez ceci, ça veut dire que M est continu. Et c'est presque continu en dimension 2 même, en dimension 1, je voulais dire. Hein. En dimension 1, M est continu. Et en fait, non seulement c'est continu, mais on a même, comme on a de la marge ici, puisque c'est du C1,5, on a même en fait de l'équicontinuité. C'est-à-dire que si je suis en dimension 1, donc je vous le signale ici, en dimension 1, par exemple, M delta, même, il converge uniformément vers M. J'ai donc un M qui est défini ponctuellement, qui est continu. Je refuse de croire que ce M, il s'annule. J'y crois pas.
Donc conjecture, hein, c'est conjecture. Je vais le faire déjà en dimension 1, puisque là je sais exactement ce que c'est que m est continu, hein, j'ai une fonction continue, eh bien m strictement positive. Et bon, après on peut essayer de monter dans les dimensions. Et déjà commencer en dimension 1, c'est déjà intéressant en dimension 1. Ben, ça c'est un problème ouvert. Et là je prends des risques, je dis c'est vrai. Et puis intuitivement, il n'y a quand même pas de raison. Hein. Je veux dire, OK, on cherche à se déplacer, on a une certaine incitation, ça peut être des préférences, on a peut-être envie, à travers les préférences, parce que c'est un puits de potentiel pour les préférences, on a peut-être tous envie d'aller grosso modo dans la même zone. OK? Mais, alors ça, effectivement, c'est embêtant, mais créer un m égale à 0, créer une zone de vide, c'est quand même vraiment pas malin, puisque ça ne nous coûte rien de nous déplacer là où m est égal à 0. Bon, vous pourrez me dire, si c'est très loin de mon objectif, je n'ai pas intérêt à y passer. Mais je n'aurais pas intérêt à y passer, même si je n'avais pas le coût de congestion. Donc, comme on n'observe pas ce phénomène en l'absence de coût de congestion, il n'y a aucune raison de penser que le m sera strictement positif. Il ne sera pas strictement positif. Donc, intuitivement, ce n'est pas un argument très convaincant, parce qu'avec ce genre de raisonnement heuristique, on peut à peu près démontrer n'importe quoi, hein, y compris des choses fausses, de manière très convaincante. Mais là, en l'occurrence, ça ne colle pas. La congestion, c'est quand même d'essayer d'éviter les zones trop encombrées et, autant que faire se peut, passer là où il n'y a pas trop de monde. Et là où il n'y a pas trop de monde, ça veut dire que si on a envie d'y passer, on crée un peu du m, et donc le m, il n'est pas nul. Bon. Intuitivement. Mais ça se discute. Hein. Comme de toute façon, on voit bien que du problème intuitif, hein, lorsque je mets ici une puissance de m, c'est ce que j'ai appelé m puissance b ici, que le problème devienne mal posé à partir de b plus grand que 2, c'est-à-dire lorsqu'on se met à beaucoup payer lorsqu'il y a congestion, et que ça, on ne sait pas l'interpréter. Il faut quand même se méfier un tout petit peu. Mais je suis prêt à parier que, là, dans ce cas-là, m est strictement positif. Alors, lorsqu'on en est là, qu'est-ce qu'on va en déduire? On va en déduire que, en passant à la limite dans la deuxième équation, j'enlève les guillemets, et dans la première équation, je vais récupérer une mesure que je ne contrôle pas très bien, mais que je contrôle bien sur la zone où m est strictement positif. Là où m est strictement positif, même là où m est minoré, là j'ai des très, très bonnes estimations a priori, j'en ai même de meilleures. Donc il faut vraiment un peu plus travailler sur la définition de ce bazar-là, mais grosso modo, c'est de dire f positif ou nul, que gradient u est égal à 0 presque partout sur la zone où m est égal à 0. Ça, c'est vraiment l'information cruciale. Hein. Alors pourquoi c'est vrai ça? Il y a quand même, je ne me suis pas servi de l'estimation gradient u carré sur m. Hein, quand je dis que gradient u carré divisé par delta plus m, c'est d'ailleurs avec des deltas, que cette intégrale est finie, ça suffit à m'assurer que gradient u carré sur m est bien intégrable, hein, au sens de la limite ponctuelle de ceci. Et donc sur m, là où m est égal à 0, c'est automatique que gradient u soit égal à 0. Ça, c'est le lemme de Dini. Hein, c'est le lemme de Dini parce qu'on a convergence presque partout, ce sont des fonctions positives. J'ai convergence presque partout du numérateur vers gradient u carré, c'est ce que j'ai dit. J'ai convergence presque partout du dénominateur vers 1 sur m. Donc presque partout, ceci tend vers gradient u carré sur m au sens de ce quotient. Bon. Donc, ensuite, il faut dire ce qui se passe lorsque... Bon, enfin bref, ce sont des choses relativement standards. Une
manière un peu plus simple de dire les choses, c'est qu'on comprenne bien, c'est de dire que gradient U, c'est gradient U sur M fois M, sur racine de M fois racine de M. Que ça, c'est borné dans L2. Et que donc, vous en déduisez que gradient U va être majoré par une fonction en norme, par une fonction G fois racine de M. Ça, vous passez à la limite presque partout, où G est dans L2. Et donc, en fait, je mets ici entre parenthèses, on a même une information un peu plus précise qui consiste à dire que non seulement gradient U s'annule là où M est égal à 0, mais que gradient U se majore par G fois racine de M avec G qui est dans L2. Ce qui implique bien l'observation précédente. Et enfin, la dernière information que j'ai, c'est que F est bien égal à 1,5 de gradient U carré sur M, là où M est strictement positif. Parce que là où M est strictement positif, il n'y a pas de difficulté pour passer à la limite, c'est la convergence presque partout. Voilà, donc je ne vous ai pas donné absolument tous les détails de la construction et du passage à la limite, parce que le reste est fastidieux, vous voyez comment les choses s'organisent. Donc, lorsqu'il n'y a pas de singularité, dans le cas sous-quadratique, construction facile. Le gros morceau, c'est l'unicité. On y a passé une séance et demie dessus. Donc maintenant, c'est analysé. Le passage à la limite, lorsqu'on a la singularité, c'est ce que je viens de vous esquisser. Vous désingularisez, vous faites tendre la désingularisation vers 0. Comme on ne sait pas, comme je ne sais pas si M peut s'annuler ou pas, eh bien, on est obligé de faire des contorsions sur l'interprétation de la première équation. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est que ces contorsions sont compatibles avec l'unicité. C'est-à-dire que la démonstration d'unicité, ce qui se passe en M égale à 0, ce n'est pas gênant. Parce que ça vaut 0, justement. On a vu que M valait 0, dans les intégrations par partie, etc. Tous les termes, c'était des termes qui étaient nuls ou qui avaient le bon signe, et que donc ça ne changeait rien à la démonstration d'unicité. Fort heureusement, je suis bien content que ça se soit déroulé comme ceci, parce que sinon, j'étais obligé de me coltiner vraiment la difficulté, est-ce que M s'annule ou pas? Là, après tout, il y a l'existence et l'unicité d'une solution, ça devient une question qualitative. Est-ce que M s'annule ou pas? C'est donc quand on est flemmard, on dit, bon, je peux m'arrêter là, ça va. Sinon, c'est un peu embêtant. Alors quand on est flemmard ou incapable, parce que là, en l'occurrence, je ne sais vraiment pas comment démontrer un truc comme ça. Alors du coup, d'ailleurs, et je vais conclure ce matin avec ceci, parce que je n'ai vraiment pas le temps d'aborder un autre sujet, je me suis dit, mais attends, est-ce que déjà on sait conclure à ce qui se passe dans un cadre stationnaire? Parce qu'après tout, c'est quand même plus simple, un problème stationnaire. Alors, donc, je vais conclure aujourd'hui en vous parlant de congestion, et on va faire simple. Dans le cas stationnaire. Alors, je vous dis tout de suite qu'à part dans le cas où P égale à 2, je ne sais rien de plus. C'est-à-dire que lorsque nu est strictement positif, si nu est égal à 0, je sais des choses en plus. Mais ça, si c'est le cadre stationnaire et en plus nu égal à 0, il ne reste vraiment plus grand-chose. Bon. Ça devient pratiquement explicitement résolu. Alors donc, dans le cas où nu est strictement positif, lorsque vous avez un Laplacien, comme on est en périodique, quel est le problème? Le problème est le suivant. C'est moins nu Laplacien U plus 1,5, comme si je mets un nu ici, une constante ici ne joue aucun rôle, gradient U carré divisé par M à la puissance B, plus une certaine constante lambda est égale à F, U est défini à une constante près, lambda, c'est le coût ergodique moyen, doublement moyen au sens des champs moyens et au sens du coût ergodique, c'est-à-dire moyenne en temps long. F est une fonction donnée maintenant, c'est un coût donné, régulière. Comme F est, elle aussi, vous pouvez lui rajouter une constante, on peut toujours normaliser F
pour que l'inf de f soit, le minimum de f soit égal à 0. Sinon, vous rajoutez une constante à f et une constante à lambda. Donc les inconnus, c'est lambda qui est réel, u qui est défini à une constante près, et bien entendu m, qui, donc on aimerait bien qu'il soit strictement positif, et que l'intégrale de m soit égale à 1. Bien. Et vérifiant finalement, pour conclure, moins nu laplacien m, moins divergence de gradient u, m à la puissance 1 moins b égale à 0. Alors, vous voyez que là, je suis uniquement en train de vous parler du cas P égale à 2, parce que si je prends P différent de 2, je ne sais rien de plus sur les problèmes stationnaires que ce que je sais dans le cadre de problèmes d'évolution. Je ne gagne rien à regarder le problème stationnaire. Je ne gagne rien. On devrait gagner, mais je ne sais pas le faire. Donc, en l'occurrence, les questions de M strictement positif ou pas, de savoir si l'existence est vraie au-delà de la plage d'unicité, je ne sais pas. Bon, donc, pour P différente de 2, même résultat que pour le problème d'évolution, entre guillemets, ce n'est pas un problème d'évolution, que le problème avec T. Mais pas plus, alors que sur des problèmes un peu plus simples, stationnaires, on pourrait peut-être espérer plus. Donc là, il y a des vrais problèmes ouverts, je ne peux pas les expliciter aussi simplement, c'est implicite en vue de ce que l'on a fait. Donc, en particulier, M strictement positif dans les cas où on a unicité, c'est-à-dire B compris entre 0 et c'était 4 sur P'. Bien. OK. Alors, regardons. Alors, pourquoi dans ce cas-là, on pourrait se dire on peut aller plus loin? On peut aller plus loin parce que de la même façon que lorsque vous avez B égale à 1, la deuxième équation, vous reconnaissez la mesure de distribution, la mesure invariante pour un processus de diffusion avec un drift, enfin un champ de force qui dérive d'un potentiel. Il y a une réponse bien connue pour cette mesure d'équilibre, pour cette mesure invariante, c'est la distribution de Gibbs à la bonne température associée au nu. Alors, ça, comment on fait ça lorsque B est égal à 1? Bien, ce que l'on écrit, c'est qu'on a nu gradient M plus gradient U, M à la puissance 1 moins B, dont la divergence est nulle. Mais que lorsque U est fixé, on peut se douter qu'il y a unicité, puis si je suis dans des zones où B est compris entre 0 et 2, a posteriori, je sais qu'il y a unicité. Donc, a priori, on peut aussi déjà commencer par essayer. On peut commencer par essayer de chercher une solution qui va avec 0. Et puis, s'il n'y en a pas, il faudra peut-être reprendre un vecteur. Mais il y a des raisons pour lesquelles c'est 0 qu'il faut prendre. C'est un ansatz, j'essaye. Et ça se résout explicitement, parce que le m puissance 1 moins b, si m est strictement positif, ça me fait nu sur b gradient de mb, plus gradient u est égal à 0. Je m'écarte toujours un peu pour vérifier que je ne fais pas trop d'erreurs de calcul. Et donc, la moralité de l'affaire, c'est que je peux prendre M, B, comme étant moins B, U sur nu. Vous me dites, oui, mais c'est une constante près. Justement, je vais choisir la constante sur U comme ça. Ça veut dire quoi comme ça? Ça veut dire pour que l'intégrale de M fasse 1. Donc, ce que j'en déduis, je ne me trompe pas sur les signes, oui. Alors, donc, ce que j'en déduis, c'est que je vais chercher un U qui est négatif. Donc, par rapport à ce que j'ai préparé hâtivement, j'ai commencé. En fait, cette idée m'est venue en m'ennuyant dans une réunion. Donc, de regarder un peu plus le problème stationnaire.
j'ai fait des premiers calculs dans la réunion dont je me suis rendu compte après coup qu'ils étaient faux. Donc hier soir, j'ai commencé à préparer le cours. Et là, je m'aperçois en faisant la dérivation au tableau que j'ai déjà, hier soir dans les calculs, je me suis déjà trompé dans le signe au bout de la troisième ligne. Bon, donc là, je pars en terrain... mais ça ne me plaisait pas ce que j'obtenais. Je me disais, ça ne colle pas. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je vais faire le calcul demain tranquillement devant eux, et donc ça marchera à ce moment-là. C'est la confiance. Hein. Surtout confiance en vous et en votre gentillesse. Alors, donc, j'en étais à dire donc, U strictement négatif, et que l'intégrale de la valeur absolue de U, B sur nu, je pense qu'il y a un moment donné où je vais changer de signe, mais enfin bon, l'intégrale de ouais, c'est bon ça. L'intégrale de valeur absolue de U à la puissance 1 sur B est égale à une constante C0. Et C0, c'est B sur nu à la puissance 1 sur B. Je crois. Ce n'est pas très important. Ça m'étonnerait que cette constante-là soit très importante. Ce qu'il faut, c'est que ça soit une constante. C'est une constante connue. C'est voilà la normalisation de U. Ça normalise bien U. À partir du moment où je peux trouver un U qui est négatif ou qui est négatif. Bien. Et maintenant, je me ramène à une seule équation qui est fortement non linéaire. Mais une équation fortement linéaire de ce type-là, on peut la simplifier considérablement. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Moins nu laplacien U plus 1,5. Alors le 1,5, comme il y a déjà un moins de la du m puissance b, vous voyez que ça vous fait un moins. Et ça vous fait un moins nu sur 2b, hein, puisque c'est b sur nu sur 2b, c'est normal que nu se factorise, nu sur 2b, oui, gradient u carré sur u. Plus lambda égale à f. Donc maintenant, je n'ai plus qu'une seule inconnue. Je cherche un U strictement négatif. Alors ça, c'est quand même utile parce que ça fait un problème beaucoup plus facile à résoudre, a priori. Alors, en fait, on peut le rendre encore plus facile par une transformation supplémentaire. Ça, c'est une transformation absolument générale lorsque vous avez une équation qui se présente comme ceci. Alors, le nu, vous voyez que maintenant qu'il est en facteur devant ces deux termes-là, je peux toujours remplacer f par f sur nu, lambda par lambda sur nu. Donc, le nu, je le prends égal à 1, ça ne change rigoureusement rien. Bien. Alors, lorsque vous avez moins laplacien U et puis une certaine fonction de U fois gradient U carré, ça, vous pouvez le ramener à un laplacien et une équation semi-linéaire. Donc, il y a une transformation générale. Et cette transformation générale, vous changez U en une certaine fonction de U. Cette fonction de U, ici, à cause du 1 sur U qui est ici, c'est une puissance. Donc, ça, c'est des transformations classiques qui, dans le cas où vous n'avez pas de fonction de U ici, c'est Kohl-Hopf. Donc, c'est une variante non linéaire de la transformation de Kohl-Hopf. Donc, c'est connu depuis très longtemps. Je ne sais pas qui a observé ça le premier. C'est peut-être même Bernstein déjà, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est extrêmement ancien. Non, ce n'est pas Bernstein parce que Kohl-Hopf n'existait pas à l'époque. Mais à partir du moment où les gens ont observé qu'une équation avec un gradient U carré pouvait devenir une équation linéaire grâce à un changement exponentiel, là, autour de la combustion, les gens faisaient des choses comme ça. C'est clair que les gens se sont dit, mais quelles équations je peux gérer en faisant des transformations non linéaires autres qu'exponentielles. Alors, comme je vais prendre V égale moins U pour ne pas gêner, pour ne pas gérer cette histoire de signe négatif, comme je dois prendre des puissances, je serai plus confortable avec des puissances de quantité positive que de quantité négative. Si je fais ça, bien entendu, qu'est-ce que je fais? En prenant V égale à moins U, je suis en train de dire que le problème qui m'intéresse, c'est V strictement positif.
l'intégrale de v à la puissance 1 sur b égale à C0. Quant à la première équation, je change le signe de ce terme-là. Le gradient U carré ne change pas son signe, mais je change le signe de la deuxième partie. Donc, ça me garde la même équation. Et donc, en fait, c'est la même équation, mais simplement, j'intervertis le rôle de f et de lambda. C'est moins Laplacien v, moins 1 sur 2b, gradient v carré sur v, égale lambda moins f. Bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder une nouvelle fonction que je vais appeler w, qui sera v à une certaine puissance bêta. Et ajuster bêta pour que ça marche. Alors, si on calcule rapidement le Laplacien w, et puis je mettrai un signe moins devant, donc c'est moins, puis je calcule le Laplacien w. Je dérive bêta v puissance bêta moins 1 Laplacien v, plus bêta bêta moins 1, v puissance bêta moins 2, gradient v carré. Oh, c'est simplement dérivé deux fois v puissance bêta. Je trouve qu'à force de répéter ce calcul-là dans des tas de circonstances différentes, je peux le faire rapidement. Ça ne garantit pas qu'il soit correct. Si je fais ceci et que je mets v à la puissance bêta moins 1 en facteur, et donc vous voyez, j'ai pris v à la puissance bêta, c'est parce que ici, la fonction de v qui apparaît est une fonction très particulière. Vous auriez une autre fonction de v que 1 sur v, c'est absolument général ce que je suis en train de faire. Vous auriez un f de m ici, quelconque, vous auriez ici un m sur f de m, vous auriez une autre intégration qui est ici parce qu'il faudrait prendre la bonne primitive, vous auriez donc une certaine fonction g de m égale à u, vous auriez ici donc un g de v, et ce g de v, vous pourriez l'intégrer en prenant la bonne puissance, la bonne fonction. C'est résoudre une petite équadif avec une dérivée seconde, une dérivée première au carré, enfin ça se résout. Pardon ? Alors, non, là je crois jusqu'à présent c'est correct. Alors, je crois. Moins bêta v à la puissance bêta moins 1. Celui-là, je le laisse. Pardonnez-moi. Bêta à la puissance bêta moins 1. Et c'est multiplié par moins Laplacien v plus bêta moins 1. Et vous voyez qu'il me reste ici un v, gradient v carré. Et donc, si je veux que ce soit la partie qui est là, vous voyez ce que doit être bêta. Bêta moins 1 doit être a priori égal à moins 1 sur 2 delta. Et donc bêta égale, c'est bien correct ça, 1 moins 1 sur 2 delta. C'est quoi delta d'ailleurs là-dedans? C'est B. Bêta égale 1 moins 1 sur 2B. Écoutez, ça a l'air... donc c'est le delta qui est en haut qui est... Voilà. Bon, alors, OK, continuons. Et après, on arrive à des choses que je trouve un peu troublantes. Donc, déjà, j'ai trouvé très troublante hier soir. J'avais commis une erreur de signe, mais je pense que je reste quand même troublé. J'espère que je n'ai pas à nouveau commis une autre erreur de signe. U moins U, non, V. Non, ça me paraît grosso modo correct, parce que pour l'instant, j'ai fait. Et donc, l'équation, pour en conclure, vous voyez, regardez l'équation, le système auquel on peut aboutir, mais qui est un système assez non linéaire. On va le regarder, et puis je vais arrêter là. Je vous avais dit que j'arrêterais un peu avant, pour bien montrer que même là, sur cet exemple, il y a des petites choses à gratter, et que, bon, ça, c'est pas très compliqué. Donc, on va en déduire finalement que moins Laplacien W est égal à quoi? Est égal à lambda moins f fois bêta fois V à la puissance bêta moins 1.
et que V à la puissance bêta moins 1, c'est W à la puissance bêta moins 1 sur bêta, que multiplie lambda moins F. Alors, bêta moins 1 sur bêta. Bêta moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1 sur bêta. Non, bon, ça, je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup. Bêta moins 1, c'est 1 sur 2b. Alors, bêta moins 1 sur bêta, je voudrais juste regarder un tout petit peu quel est cet exposant. Donc, c'est moins 1 sur 2b. Ça, c'est divisé par 1 moins 1 sur 2b. Voilà. Et donc, lorsque je multiplie, ça me fait moins 1 sur 2b moins 1. Bon. Alors ça, c'est très curieux, parce que pour avoir l'unicité, c'est b qui est compris entre 0 et 2. Donc, en particulier, il y a b égale 1,5 qui pose un problème en plein milieu. Hein. Donc, vous voyez que b égale 1,5, ça devrait correspondre à bêta égale à 0, et c'est en fait un cas où il faut prendre le log. Donc, la planche naturelle pour l'unicité avec la démonstration, et naturelle, on avait vu que c'était aussi ce qu'il fallait, la planche naturelle pour avoir l'ellipticité du problème linéarisé ou l'ellipticité du problème non linéaire dans le cas déterministe. Donc, on sait que c'est la bonne planche pour le problème. Alors, lorsqu'on est dans le problème stationnaire, c'est moins clair que c'est le bon intervalle. Il y a peut-être un intervalle plus grand pour le problème stationnaire. Parce que les arguments que je donnais ne sont pas aussi probants dans ce cas-là. Donc, dans le cadre du problème stationnaire, il faut s'attendre, et je pense que là, je n'ai pas eu le temps, mais je pense qu'il faudrait reprendre, j'ai eu l'idée beaucoup trop tard, déjà reprendre dans le cas nu égale à 0, reprendre l'analyse linéarisée. Je ne suis pas convaincu que l'on n'ait pas une planche d'unicité peut-être un peu plus grande dans ce cas-là. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Mais fondamentalement, si je vois la structure du problème que j'ai à résoudre un problème qui est un problème semi-linéaire. Lorsque je prends des b qui sont plus grands que 1,5, la puissance qui est ici est une puissance négative. Hein, c'est ça le point important, le gamma qui est ici. Parce qu'au fond, c'est des b, typiquement b égale à 1 est un cas qui m'intéresse. Bon, ben pour b égale à 1, vous voyez que gamma, c'est moins 1. Hein, donc b égale à 1, regardons un tout petit peu quelques b égale à 1, ça vous fait pour bêta égale 1,5, et gamma égale moins 1. Bêta égale 1,5, et absolument. Donc, vous voyez un peu la nature du problème, c'est un problème un peu curieux, hein, c'est moins laplacien W, égale, dans le cas, je prends toujours bêta égale 1,5 pour qu'on visualise, hein, c'est 1 sur 2 racine de W, fois lambda moins F, et quand je dis racine de W, c'est W, avec un W qui doit être strictement positif, et l'intégrale de U à la puissance 1 sur B, c'est-à-dire l'intégrale de V à la puissance 1 sur B. Alors V à la puissance 1 sur B, si je reviens à W, 1 sur B, vous voyez que... Bon, je ne vais pas aller trop vite. V puissance 1 sur B, c'est W à la puissance 1 sur B bêta. Ah, bon, j'ai recommis. Tu as absolument raison, merci. 1 sur 2b. Ah, mais là, ça me... Ouf. Donc là, il y a plus... bêta est toujours positif. Bon, ouf, sauvé. Ah, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Non, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Donc, allez, on reprend ça parce que ça vaut le coup. Donc maintenant, j'ai un bêta
excusez-moi, qui est égal à 1 plus 1 sur 2b, qui est strictement positif. J'ai recommencé une autre erreur de calcul, et le pire, c'est que ce n'est pas au même endroit, mais c'est la même erreur de calcul que hier soir. Donc, bêta égale 1 plus 1 sur 2b, ça c'est parfait. Maintenant, j'essaie de conclure sur quelle est cette équation. Donc, c'est moins Laplacien W, ce qui reste correct, c'est que c'est bêta v à la puissance bêta moins 1, et ça c'est bien W à la puissance bêta moins 1 sur bêta. C'est-à-dire que non seulement bêta est toujours positif, mais bêta est plus grand que 1. D'accord? Donc cet exposant, lui aussi, est positif. Bien. Et on va le recalculer parce que je me suis bien planté. Et ça fait lambda moins f. Donc W strictement positif. Bêta moins 1 sur bêta par rapport à B, qu'est-ce que ça fait? Bêta moins 1, ça fait 1 sur 2B. Et bêta moins 1 sur et bêta, c'est 1 plus 1 sur 2B. Et donc ça fait 1 sur 1 plus 2B. Correct. Bon. Donc ça, ça me plaît déjà un petit peu plus. Bon, à part que l'intervalle 0,2, on ne voit toujours pas à quoi il sert. Et enfin, dernier point, la normalisation. Donc la normalisation, qui est l'intégrale de W à la puissance 1 sur B bêta. Ça, c'est toujours vrai. Hein, 1 sur B bêta qui doit être égal à C0. Et à nouveau, je recalcule 1 sur B bêta en fonction de B pour voir à quoi ça ressemble. Alors, bêta, c'est 1 sur B. Et ici, je vais avoir 1 plus 1 sur 2B. Donc, si je multiplie par 2, qu'est-ce que je veux dire? Ça va me faire un 2, oui, sur 2B plus 1. Voilà. Donc, si j'appelle bêta moins 1, je l'appelle gamma. J'ai un W à la puissance gamma qui est ici. D'accord? Et 1 sur B bêta, c'est W à la puissance 2 gamma. Voilà. Bon. OK. Alors ça, c'est un problème aux valeurs propres semi-linéaires qui peut s'analyser par étude paramétrique. Donc, donc une manière, c'est plutôt de relâcher cette contrainte et de faire varier lambda. D'accord? Et comme ça, on va voir les W tant qu'il y a des phénomènes d'unicité. Alors, en ce qui concerne les phénomènes d'unicité, c'est un peu compliqué. Cette équation semi-linéaire elliptique, ben, l'unicité, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour être sûr qu'il y a l'unicité, il faudrait que le coefficient qui est ici soit négatif. Ce qui a tendance à être le cas lorsque j'ai moins f. Mais il y a ce lambda. Et le lambda, typiquement, il va être positif. Il va être, puisque c'est une sorte de moyenne du coup f. Donc pour lambda égal à 0, vous partez avec de l'unicité. Bon, c'est d'ailleurs un problème trivial, hein, c'est W égale à 0. Donc vous allez partir de ces zéros. Donc pour s'assurer qu'il y a une solution, il suffit par exemple de montrer que lorsque lambda tend vers l'infini, j'ai une solution si j'arrive à avoir un paramétrage. Alors ça, il y a des théorèmes généraux qui vous assurent que des théorèmes d'indice de points fixes qui vous assurent que vous avez un paramétrage, que vous avez un continuum, et après de savoir qu'effectivement, si lambda devient très très grand, que vous allez dépasser cette valeur. Donc ça sera des techniques d'existence. Mais l'unicité, pour en revenir à l'unicité, je ne me fais pas de souci pour l'existence, parce que ce sont des problèmes relativement simples et relativement balisés. En plus, lorsque je fixe lambda, on peut gérer ça aussi, ou essayer de gérer ça, par des techniques variationnelles. Donc on a plein de techniques pour étudier ça. Mais néanmoins, la planche de valeur est quand même un peu embêtante, parce que le gamma qui est ici, quand B tend vers 0, c'est un gamma qui est plus petit que 1, donc on est du sous-linéaire. Hein, ça, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on n'aura pas de problème d'explosion, de surlinéarité, etc. Donc, en termes d'équations semi-linéaires, l'existence va bien se passer. Ça, je ne me fais pas de soucis dans des cadres très généraux. Et ça, mais alors, en revanche, existence, je mets OK entre guillemets, mais on est armé. Donc, je ne me fais pas de soucis pour faire l'étude tranquillement.
Je ne l'ai pas faite, mais je ne me fais pas de soucis. En revanche, je vois un véritable problème pour l'instant, j'y ai vraiment pas réfléchi, mais l'unicité me semble intéressante parce que si je sais qu'elle est vraie par un tout autre argument, si B est compris entre 0 et 2, vous voyez bien que B positif, certes, mais alors le fait qu'il se passe quelque chose quand on atteint la B égale 2, c'est 1 quart, 1 plus 1 quart, c'est-à-dire bêta égale 5 quarts, j'y crois pas un instant sur cette équation. Ça n'a pas de sens. Donc cela voudrait dire que sur le problème stationnaire et sur cet exemple particulier, il y a peut-être un mécanisme d'unicité qui n'est pas capté par la bonne démonstration habituelle. Et ça, c'est quand même un phénomène intéressant qui mérite d'être élucidé. Voilà, donc j'arrête avec 5 minutes de retard. À nouveau, toutes mes excuses pour l'énorme retard, comme on dit dans ces cas indépendants de ma volonté. Merci beaucoup de m'avoir accompagné durant ces cours. Alors, je ne sais pas si ce que je ferai encore comme cours l'an prochain. Ça dépendra de ce qui se passe cette année. Ce n'est pas impossible que ça soit toujours sur la théorie des champs à moyens. On verra. En tout cas, d'ici là, bon courage, bon travail. Merci.